à tous, bienvenue dans le 9e épisode de cette deuxième saison de Green White Checkered. Je suis de nouveau en compagnie d'LFB pour décrypter l'actualité. Ce podcast dédié au sport auto est riche. Cette période est un peu creuse avec l'hiver qui se termine, mais on commence à avoir quelques petites news à se mettre sous la dent. Les disciplines reprennent petit à petit, on a donc pas mal de choses à se dire. Mais avant, accueillons notre cher LFB. Comment vas-tu, Laurent Frédéric, après ce petit mois, effectivement, parce que maintenant on est sur un rythme un petit peu plus mensuel sur Green White Checkered. Voilà, oui, salut Maxime, salut à tous. On se retrouve effectivement en mode un peu plus événementiel, globalement une fois par mois. Et puis, s'il y a des événements qui méritent qu'on se mobilise pour vous proposer un Green White Checkered exceptionnel, on le fera bien sûr. Mais là, c'est vrai qu'en plus, c'est l'intersaison. Même si cette intersaison se termine de plus en plus, hein, Maxime, c'est sûr. Par exemple, tout à l'heure, on va parler NASCAR. Voilà, ça, c'est reparti. On va parler WRC, c'est déjà reparti, ça évidemment on le savait depuis le Monte-Carlo. On va parler IndyCar, ça va repartir aussi incessamment sous peu. Et puis écoute, la Formule 1, j'ai quand même le sentiment, puisqu'on va démarrer par ça comme d'habitude, on est ça y est en mode un petit peu déjà compte à rebours, et que les choses sérieuses vont vraiment commencer très très vite. Allez, on va pas tarder avec la Formule 1 qui sera donc la première partie de ce podcast. On agite le drapeau vert et on lance les hostilités. C'est parti. Alors mon cher LFB, ça y est, les couleurs de la saison 2022 sont quasiment toutes dévoilées. À l'heure où on se parle, seul Alfa Romeo est encore caché derrière un petit damier tout moche, mais l'Alfa a roulé cette semaine à Fiorano notamment. Évidemment, on était enthousiaste à l'idée de pas mal de révélations qu'allait amener cette semaine spéciale, cette Super Week, on pourrait l'appeler, des révélations de livrées. Certains ont été heureux, déçus. Tout le monde a joué le jeu de ce qu'on appelle donc le leak, la fuite de l'information, notamment Alpine qui nous a dévoilé une voiture avec un aileron rose où tout le monde a crié au scandale quelques heures avant l'annonce officielle de la livrée. Finalement, il y aura deux couleurs chez Alpine. Alors, je vous ai fait un petit visuel avec une demi-Alpine rose qui sera là pour les deux premiers Grands Prix, donc à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Et ensuite, l'Alpine bleue, comme on aime l'avoir, l'Alpine française, qui sera là pour le reste de la saison. Pas mal de choix techniques. Au départ, certaines équipes s'étaient contentées de présenter la maquette 2022 avec des couleurs. C'était le cas chez Haas et d'autres teams. Et pour d'autres, on a tout dévoilé tout de suite, notamment Aston Martin, Ferrari et déjà des innovations techniques qui n'ont pas été montrées mais qui roulent, notamment à Silverstone avec Red Bull, qui aurait deux ailerons. Ça aussi, ça fait partie un petit peu d'un genre de T-Wing à l'arrière. Les pontons de Ferrari, bref. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette semaine ? Est-ce que tu as été déçu par certaines annonces ? Et surtout, est-ce qu'il y a une livrée qui te hype un petit peu plus que les autres ? Voilà, oui, comme tout le monde, on réagit un peu sur la forme et sur les apparences, mais ça fait partie d'un environnement que nous pratiquons par passion, mon cher Maxime, et Bien vous sûr. aussi. Oui, l'apparence d'une voiture, oui, les couleurs d'une voiture, oui, la façon de faire ressortir une voiture à travers ce qu'on appelle donc une livrée, ça compte dans notre métier. Alors évidemment, on pourrait considérer que c'est un peu superficiel et effectivement, je ne peux pas montrer mes diplômes d'ingénieur et plutôt enchaîner parfois très vite sur la technique. Oui, ça, on le sait tout. On se concentre un peu sur des apparences, mais ça fait tellement partie du jeu, c'est tellement consubstantiel à ce monde moderne de communication effectivement, de partage, tout ça, qu'on est bien obligé d'en parler. Alors écoute, il y a deux niveaux, j'ai envie un peu de dire sur ces premières réactions qu'on a un peu de manière comme ça épidermique quand on découvre une nouvelle Formule 1. Bon, déjà, moi, je m'aperçois que, mais ça, on va peut-être y revenir après, que les voitures sont pas toutes identiques. Bien sûr. Effectivement, oui, je m'aperçois que les nez, la façon dont les museaux avant plongent et dont ils se terminent, c'est pas pareil. Alors, je suis pas complètement fan de la solution de Ferrari, qui m'a l'air assez innovante, mais au moins, ça change des autres. Voilà, donc effectivement, et j'ai l'impression que chez Red Bull, pareil, l'avant pourrait être un peu spécial. Donc effectivement, ça me plaît que quand même il va y avoir des audaces ou des innovations. Bon, mais enfin si tu veux qu'on commence par les couleurs proprement dites. Bon, moi j'avoue que je suis assez fan de l'idée déjà qu'on fasse des livrées spéciales. J'ai toujours aimé ça. Donc quand j'apprends que Alpine fait une livrée spéciale pour les deux premiers Grands Prix, qu'après ça sera un peu plus peut-être régulier. Oui. Je trouve ça super. Alors, je suis pas fan du rose, pour être honnête. Oui, effectivement. Mais que la livrée soit spéciale pour démarrer la saison ou pour certains événements, ça j'aime bien l'idée, que ça change. Voilà, McLaren a fait ça aussi dans le passé, on le très sait. Bien même.
Celle de Voilà. Monaco reste pour moi la plus belle décoration de l'an Oui, dernier, même si Renault avait mis un peu Castrol en avant en fin de saison avec oui. L-Plan et ce genre de choses. Hmm, La livrée la plus marquée pour moi restera la McLaren. Et Mercedes avait fait ça très très bien aussi en Allemagne hmm, en 2019, ça avait été plutôt bien joué, même s'ils oui. étaient un peu plus fébriles, ils auraient pu faire carrément jouer le jeu à fond d'une livrée grise classique. Voilà. Mais quelle est pour toi, tu parlais Alors, d'innovation, mais pour moi la oui, Ferrari est la plus impressionnante avec ses pontons. En tout cas, oui, oui. ça ouvre, ce nouveau règlement ouvre les idées de certains et on se rend compte peut-être déjà à la FIA qu'il y a des trous dans ce règlement, des Ouais. cratères même, et que tout le monde a pu s'y engouffrer chez les différents Ben ingénieurs. voilà. Écoute, je vais même te proposer de les prendre les unes après Bien les autres, sûr, puis toi et moi, comme ça, on pourra tout de suite tout à réagir fait. d'un mot. Bon, on va peut-être pas, effectivement, y passer 3 heures. Écoute, alors, si tu commences par Ferrari, ben, j'ai été le premier à te dire qu'effectivement, c'est l'équipe qui, manifestement, semble être allée le plus loin avec, effectivement, des idées pas comme les autres et des certaines audaces. Donc, super, même si, esthétiquement, bon, je suis pas complètement convaincu, parce que, mine de rien, ça donne un certain look... Oui. bon, qui m'a pas complètement bluffé, mais au moins je reconnais une certaine volonté de surprendre, en tout cas de se distinguer. Et au niveau, en tout cas, de la livrée en elle-même, bah, moi j'aime bien. J'aime bien ce mélange de noir et de rouge et de noir qui quand même est particulièrement visible. Alors je suis moins fan des combinaisons Oui, ça fait un petit peu des pilotes. fast-food, Oui, hein, navré, hein, mais oui, voilà. oui, les couleurs sont un peu plus intéressantes. Alors, on retrouve une identité Ferrari avec ses ailerons noirs. Alors, on n'est pas au niveau Mm, des machines qui étaient dessinées par John Barnard il y a 30 ans, mais forcé de constater que ça nous rappelle un petit peu cela avec les ailerons noirs. On a pleuré chez les tifosi longtemps pour ce retour. Sincèrement, il y a des images qui ont tourné actuellement de la Ferrari à Maranello sans aucun sponsor. Donc, le rouge mat et les ailerons noirs, c'est somptueux. C'est presque à ouais. regretter qu'il faille des sponsors dans ce cas-là chez Ferrari. Euh, Hormis le numéro noir qui ne me paraît pas très distinct sur le capot et qui pourrait être à l'image Mm, de ceux sur le capot moteur, je trouve que la Ferrari est pour moi la plus homogène en termes de livrée et pas forcément la plus belle, parce qu'on peut parler de beauté, je trouve, mais la plus homogène avec le dessin des pontons, avec ses ouvertures, ce museau, comme tu l'as dit, qui est distingué aussi. Mais voilà, je trouve que les sponsors sont plutôt bien agencés. On a déjà réussi à mettre des sponsors sur les ailettes qui cachent les roues avant. L'aileron arrière est pas forcément choquant non plus, tout noir avec les sponsors, le retour de Santander comme mm, sponsor de Ferrari. mm. Je trouve qu'ils ont plutôt bien. C'est pas trop fourbi, tu vois, c'est à peu près Ouais, ouais. structuré. Et je trouve que Ferrari s'en sort plutôt bien. Et même le noir, je trouve, pourrait cacher plus facilement certaines décisions techniques Oui, tout par à fait, rapport à exactement. d'autres constructeurs. Voilà, donc non, non, plutôt classe Oui, chez Ferrari, plutôt intrigant, prometteur. On se repose pas forcément sur ses lauriers. Bon, tu me diras, ces 2 dernières saisons, il n'y a pas beaucoup de lauriers. et même si finalement, tout bien considéré, la campagne Sens-Leclerc 2021, elle est plutôt correcte, plutôt Parfaitement honorable, homogène, oui. plutôt solide. Maintenant, on a tendance un peu à se dire, si, c'était pas mal, mais il manque cette fameuse victoire qu'on attend depuis 2 ans maintenant. Voilà, donc voilà, on en revient là. Bon. Je te propose d'enchaîner sur Alpine parce que Oui, comme on l'a déjà évoqué, bah écoute, alors le rose à part, ok, c'est pour ces 2 premiers grands prix. Mais sinon, attends, je trouve que le bleu Alpine est magnifique là, dans ce qui serait la livrée régulière, et que cette stylisation du drapeau français là sur le devant m'a alors l'air génial. moi j'ai l'Alpine de l'année dernière qui est sortie récemment Ah chez oui. Solido. Et pour l'avoir vu en vrai donc au Grand Prix de Belgique, je trouve que le bleu électrique était vraiment beau, même s'il faisait terne au Grand Prix de Belgique, rappelez-vous. Mm. Mais je trouve que les couleurs de l'Alpine étaient pour moi les plus belles. C'est sans doute une des plus belles voitures de l'année passée régulière. Et surpris évidemment du rose, je trouve que ça aurait pu être bien pire, sincèrement. Oui, voilà. Pas forcément fan de cette implication de la livrée rose en début de saison, même si le geste est louable. Hein. Nous, on a l'habitude de voir ça en IndyCar et en NASCAR notamment avec ces livrées Mm. classiques. Moi, j'aime bien. Vraiment, ça me plaît. La Oui. démarche, en tout cas. Maintenant, le bleu et l'identité française se perd un peu. On a beau avoir ajouté un liseré avec un drapeau Mm. français sur le capot, sur le museau de la voiture, ça reste un Oui. peu plus discret qu'avant et c'est ce que j'aimais bien. Il y avait ce côté un petit peu usine, je vais pas dire comme chez Ligier Mm. où tu vois où c'était vraiment le bleu français ou chez Prost, mais je trouve que ça manque un petit peu. Voilà, j'aurais aimé un petit peu Ouais, plus de ouais. bleu, un peu moins de rose pour vraiment pinailler. Et alors
au niveau des livrets, donc il y a ce qu'on appelait donc je disais les leaks, les fuites, hein, où tout le monde a à peu près vu les livrets en avance. Alpine étant les derniers, ils ont subi énormément de fausses annonces au préalable ou de fausses fuites, mais ils ont très bien joué le jeu puisque un responsable d'Alpine devant l'endroit où était présentée la voiture avait la décoration rose de début de saison et a négligemment levé le drap qui protégeait la voiture et on a vu un aileron rose et tout le monde a crié mon Dieu, elle va être toute rose, ça va être une horreur. Et finalement ce ne sera que pour les 2 premiers Grands Prix, donc très très bien joué la com d'Alpine sur ce coup-là. On peut enchaîner si tu veux. Attends, petite réflexion au passage, juste même réflexion que pour Ferrari, je trouve que les combinaisons par contre, pas terrible. Oui, ça c'est pareil, ça fait un petit peu ouais. Alors nous on aime bien, nous c'est ce qu'on appelle des livrets My Team. C'est un mode de jeu sur le jeu officiel de la F1 où tu peux un peu créer ton équipe et c'est un petit peu mitigé, tu colles un peu les couleurs comme tu veux. Ça donne pas forcément bien le bleu et le rose. Une association du bleu qui fonctionne bien, c'est avec du orange et c'est chez McLaren. Moi je trouve que cette voiture est assez intéressante, même si le gros vélo sur les pontons gâche un petit peu la déco. Et on a vu que la voiture roulait elle aussi sans sponsor à Barcelone depuis hier. Et elle est vraiment très jolie. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais. Eh ben, je savais qu'on allait avoir un petit moment de friction. Ah oui, sur 10 bagnoles, il fallait bien qu'il y en ait une ou deux, ça passe pas. Non, tout bien considéré, pourtant c'est une des premières qu'on a vues, donc on s'est dit, bah ouais, bien, mais en fait, non. Je la trouve maintenant, je la trouve banale, un peu simpliste, un peu facile. Et effectivement, cette association orange-bleu, bah oui, évidente, attendue. Bah, marche pas si bien. J'attendais peut-être. Quand je vois les autres, je veux dire, maintenant j'attendais finalement plus de sophistication. Quoi. Moi je m'attendais quelque chose proche de l'IndyCar. Ils ont présenté 4 voitures chez McLaren. Donc il y avait l'IndyCar, l'Extremi, la Formule 1 et une autre que j'ai oubliée. Mais l'IndyCar est plutôt réussi, je trouve, avec des couleurs plus noires, moins de bleu. Le bleu est omniprésent sur la McLaren. Et je trouve que où l'année passée c'était un peu plus discret, ici c'est encore une fois un peu trop fouillé, fourbi. Enfin. Voilà, il y a trop de lignes, trop de détails peut-être. Et voilà, on a dit que là en Formule 1, toutes les voitures étaient rouges en début de saison ici. Je pense que en Formule 1, c'est généralement des voitures qui vont être très orangées, très bleues. Enfin, ça va être très très bleu aussi, donc pas trop fan non plus. L'identité de McLaren avec ce papaya, cet orange qui est l'identité même des racines de McLaren, et je trouve un peu perdu puisque l'orange ne prédomine plus en fait. Je trouve que ça, comme tu dis, ça tire un peu l'identité de McLaren. Maintenant. Voilà, je ne pense pas que j'achèterai cette voiture dans ma collection de miniatures parce qu'elle est moins marquante en tout cas. Voilà, ça va pas m'empêcher de dormir, mais comme on est là pour tirer se titiller un peu et pour pinailler, bah finalement, tout bien considéré, la McLaren me déçoit. Voilà, c'est aussi bête que ça. Parce que là, si on enchaîne sur 2 que je qualifierais un peu d'identiques, à savoir Aston Martin et Mercedes. Pourquoi ? Parce que quelque part. Aston Martin, c'est la plus pure finalement. C'est la couleur verte. Contre, je suis désolé, il n'y en a pas d'autre. Hein. Et parce que ça, j'en ai pas encore la preuve certaine, mais si Aston Martin me fait bien un vert que je reconnais du premier coup d'œil à la télévision, c'est réussi. Parce que l'an dernier, chaque fois que je voyais une Aston Martin, je croyais que c'était une Mercedes. On est d'accord. Et Lawrence Stroll qui avait déjà dit, alors c'est dans le reportage Netflix, un Drive to Survive, qui disait on veut une couleur magnifique que sur le circuit ou que sur les écrans de télévision à travers le monde, on voit que c'est une Aston raté. C'était raté totalement. Le liseré rose qui s'en va, Dieu merci, c'est beaucoup plus joli avec les teintes de vert clair. Là, les combinaisons sont un peu plus sobres, un peu plus classiques. Pour le coup, là, c'est peut-être la moins pire de toutes. Mais la voiture est très jolie. Alors moi, j'espérais des nuanciers bleus avec Aramco, qui devient sponsor de l'équipe Aston Martin. Heureusement, le vert clair avec le logo et les ailes sur les côtés des flancs du cockpit et le liseré. Moi, je la trouve, comme tu dis, homogène et ça me rappelle un petit peu, alors on va remonter loin, peut-être les Van Wall ou ce genre de couleurs très unies comme c'était le cas à l'ancienne en fait. Ah oui. Donc voilà. Donc elle me plaît beaucoup cette Aston Martin. Première intéressante. Voilà, elle est assumée avec son pédigré et je l'espère donc un vert qui se voit bien et auquel cas, bah écoute, ça sera raccord à tous les niveaux avec ce qu'elle représente évidemment et ce nom qu'elle porte. Donc écoute, moi j'avoue que là elle me plaît. Mais si j'enchaîne avec la Mercedes. Oui. Alors, Dieu sait que j'étais fan de cette audace noire, finalement, ces 2 dernières années, qui lui donnait un air féroce, agressif, méchant. Voilà, et qui a été parfaitement raccord avec ce qu'on a vécu l'an dernier et ce duel jusqu'au bout. Et on va en reparler dans quelques instants, évidemment, avec quelques décisions de la FIA qui sont tombées. Écoute, en tout cas, là, je suis obligé de dire que je trouve que le retour de ce argent Mercedes est magnifique.
Ah, deuxième point de Discord, vas-y. Voilà. Et alors, à ma grande surprise, je trouve qu'effectivement, cette Mercedes 2022 est magnifique. C'est celle qui me semble être la plus réussie. Ça Ah me oui, semble évident quand je vois les photos. Je la trouve d'une pureté, d'une fluidité, d'une magnifique, l'avant superbe. Et là, je me dis, oh là là, dis donc. Si l'adage se vérifiait, à savoir qu'une belle voiture est une voiture forcément efficace, là, est-ce que Mercedes n'a pas déjà frappé un grand coup? En tout cas, non, j'ai été très séduit par cette Mercedes. alors je pas toi. suis à 50-50 moi, c'est-à-dire que l'avant je le Oui. trouve effectivement plutôt réussi, que ce soit dans le design et le gris qui est revenu, un gris très clair d'ailleurs, Mhm. puisqu'on rappelle que généralement les couleurs sombres pour la chaleur c'est pas top hein, au niveau Mhm. des teints, donc c'est vrai que c'était très audacieux au-delà de l'esthétique de Mercedes d'avoir choisi cette couleur-là depuis 2 ans. Moi c'est l'arrière qui me déçoit particulièrement avec ce dégradé de logo en étoile qui n'est pas Mhm. assez dense, et surtout Oui. l'aileron arrière qui est Petronas au-dessus et qui est Ineos derrière rouge, t'as l'impression que tu suis un Mhm. camion de chantier. J'exagère Mhm. à peine, mais je ne suis pas fan de la fin. Tu sais, on dirait qu'ils ont tout donné et qu'à la fin ils ont dit bon, vas-y, on met les couleurs qui nous restent dans le pot et voilà. Mais Mercedes d'ailleurs qui avait plutôt bien teasé aussi leur livret avec les pots de couleurs des couleurs utilisées sur la voiture, avec Mhm. un gris totalement usé et un noir quasiment plein, Oui. montrant que c'était le retour des flèches d'argent. Maintenant, pour Ouais. l'avoir vu rouler à Silverstone, c'est vrai qu'elle présente particulièrement bien. De toute façon, vous envoyez des images ci-dessous. Maintenant, encore une fois, garder les combinaisons noires, garder un petit peu cette esthétique des méchants du côté obscur, j'aime plutôt bien. En parlant brièvement aussi des casques, je trouve que le casque de George Russell et d'Hamilton vont être assez difficiles à distinguer. C'est très sombre des deux côtés. Oui. Tu vois, il n'y a pas un Oui. noir ou un blanc au niveau des casques. Donc là, j'ai un petit peu peur. Mais encore une fois, l'intégration des numéros, le halo, etc. est vraiment bien fait. Donc voilà, Ouais. 50% réussi pour moi la McLaren. Bon. D'autres qui se sont un peu moins cassés la tête, hein, tu m'en diras, c'est Oui. As. J'aimerais bien passer Oui. directement du haut de la Allez. grille à la fin. Oui. Copier-coller, on va dire ça Oui, comme ça. oui. Insipide, Effectivement, là, classique, rien à voilà. dire. Bon, ok, oui, c'est les couleurs de la Je Russie. suis pas fan, Faire- voilà. Je suis pas fan On sur en la nouvelle reparlera voiture, c'est aussi. pas mis en Non. exergue, ils auraient pu faire un petit Oui. effort. Une autre équipe, AlphaTauri, oui, voilà. ah, oui, AlphaTauri, écoute, c'est vrai que j'ai eu le sentiment d'un plaqué Red Bull assez sophistiqué, Oui, mais un peu mat et un peu. Terne. Oui, voilà, Oui, elle voilà, manque de peps. Ouais. Et je trouve oui, que quand tu regardes la saison dernière, ils ont juste, entre guillemets, fait un clic droit négatif. Ils ont inversé les couleurs avec le un logo peu, sur le capot. ouais, ouais, ouais. Ça ressort moins bien, je trouve. Ouais, Un ouais, peu moins fan. exactement. On se dit, bon, ça peut être classe si on veut être C'est sympa, ça. et en même temps, on se dit, ça peut être un peu mou si on veut être un peu plus critique, effectivement. Voilà, après, Et encore une bon, fois, là, le logo AlphaTauri qui est de travers, enfin, le nom hmm, AlphaTauri sur les pontons, c'est un peu moins bien intégré. Maintenant, voilà, on peut pas avoir la même livrée que l'an dernier, puisque les voitures ont tellement changé au niveau réglementation. Mais je ouais. trouve qu'AlphaTauri a raté un coup. Là, ils auraient peut-être pu faire une voiture aussi belle que celle qui était présentée il y a 1 an et 2 ans. Parce que pour moi, c'était vraiment des très jolies voitures l'an dernier. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste Alors, Williams. Williams ah qui si, a Williams, si, présenté parce un que bleu, enfin la vaillante Williams, hein, c'est comme ça qu'elle a ouais, été surnommée sur Twitter. À voir en vrai, on a vu des images oui, à Silverstone, mais je reste quand même peu convaincu que c'est hmm. pas une Formule E, en fait, tout simplement. Au niveau des couleurs, c'est particulièrement uni. Le bleu est très beau, ça Voilà, je n'en c'est démords ça, le pas, bleu est beau. mais un petit peu de dessin, d'audace, il y a quelques triangles sur l'arrière, un petit peu de reflets, de texture en polygone, mais ouais, c'est un peu Oui, c'est mou. ça, je suis Par comme toi. contre, pour moi, le plus beau casque, j'en passe juste un mot, Ah, le casque oui, d'Alexander vas-y. Albon, il Oui, est somptueux. Pour moi, il est vraiment beau, et voilà. Avec toujours d'ailleurs les logos Red Bull dont certains pensaient qu'il allait hmm, s'acquitter cette année, eh bien non. Alexander Albon aura toujours les couleurs de Red Bull. tout à fait. Et Albon, ça fera partie un peu des points d'intérêt de cette Oui, tout saison, à moi fait. je le dis sincèrement. Bien sûr, quand t'es rookie, le chinois joue, bon, c'est sûr que là, évidemment, Hum. je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais le retour d'Albon, là, c'est vrai que c'est une drôle Avec une d'histoire. Williams, s'il bat Ouais. Latifi, Hmm. je paierais pas cher la peau du Canadien pour 2023, parce que s'il se fait Oui, écraser ouais. et par Russell et par Hmm. Albon qui revient après une année sabbatique un peu obligée, Ouais. ça risque d'être difficile. Par contre, un petit point historique sur la Williams, c'est la première fois depuis le décès d'Ayrton Senna qu'il n'y aura pas le logo Senna Oui, sur le museau. Et je t'avoue que ça m'a fait un petit pincement au cœur. Alors, oui. Darlington Capital, là, qui a la main mise sur l'équipe. Voilà, je trouve que ça c'était un petit peu difficile, mais les responsables ont dit qu'ils allaient rendre hommage à Senna d'une autre Hmm. manière. Voilà, ça c'est pour Oui, la petite histoire, le petit point. drôle d'exercice qui a Ouais, consisté à justifier quelque chose qui était globalement acquis et pas important. oui, puis en Enfin, même temps, qu'est-ce que ça changeait si ça s'était maintenu? Enfin bien bon, sûr. oui,
Je pense qu'ils veulent vraiment montrer une nouvelle ère et qu'on fait un peu table rase du passé, mais effectivement là c'était symbolique et bon voilà, comme nous on est un peu puriste et Les qu'évidemment vieilles Ayrton habitudes. Senna, voilà, oui c'est sûr ça représente tellement que oui, ça nous a un peu chagriné, on est d'accord. Bon allez, on va dire que 30 ans après, faut sans doute évoluer, Bien sûr. allez on veut bien l'admettre. Bon, alors c'est sûr que quand même là j'enchaîne, Maxime si tu veux Oui. bien, mais dans la série des grandes questions de l'année 2022. Bien sûr, il y a tout cet aspect technique, comment vont marcher ces nouvelles voitures, est-ce qu'on va pouvoir se suivre plus facilement, est-ce qu'on va pouvoir Mhm. se doubler plus facilement, est-ce qu'une équipe va avoir trouvé un truc que les autres n'ont pas trouvé, est-ce que les hiérarchies, voilà, chercher le mot en français, les hiérarchies vont être bouleversées. Bon, ça, c'est évidemment des questions qui sont les plus fondamentales et qu'on attend avec impatience. Mais si on se concentre, comme souvent, sur le duel des hommes et des batailles à venir, bon, bah, évidemment, l'acte 2 même si ce ne sera pas l'acte 2, mais bon, on va dire l'acte 2 du duel Verstappen-Hamilton, a priori, va réunir encore toute l'attention. Mais tu es comme moi, la rivalité à venir, la bataille, la relation Hamilton-Russell demeure pour moi, évidemment, la question la plus excitante. Hein, parce que, évidemment, Hamilton, bah, on sait qui il est. Au passage, on a appris que bah, manifestement, il n'a jamais Oui. songé partir. Hein. Bon, merci Toto Wolff de nous avoir bien Tenu en fait haleine tout l'hiver, ça a fait du papier, voilà, hein, ça fait du clic, ça c'est certain. voilà, une intox en bonne et due forme. Enfin bon, admettons que ça fasse partie du jeu et qu'il y avait quand même quelques raisons d'être un peu énervé. Bon, ok. Mais je peux toujours pas considérer que Russell arrive pour se coucher et être un numéro 2. Donc je veux croire que ça peut se friter, ça peut être explosif, ça peut être super intéressant. Et ouais, je suis vraiment très impatient de voir ça. Hein. Mais manifestement, Mercedes joue beaucoup là-dessus. Alors, Mm. on a vu des photos du moulage de baquet avec voilà, Hamilton qui montre un peu ce que c'est un volant à Russell. Je pense que le garçon est plutôt au courant. Mais ça faisait un petit peu, désolé, ça faisait un petit peu pathétique pour moi sur les réseaux cette image de une nouvelle belle famille et tout va bien alors que voilà, on salue Valtteri Bottas. Non, je pense que Russell n'est pas là pour faire de la figuration et à l'image. Peut-être, alors c'est peut-être fort, c'est peut-être loin, mais à l'image d'un Senna qui est amené chez McLaren en 88, j'ai l'impression qu'on a un peu amené le loup dans la bergerie et que le Mhm. futur de Mercedes, à l'issue de cette saison, pourrait se dessiner vers autre chose, peut-être qu'un huitième titre d'Hamilton, à cause d'un certain George Russell. Maintenant, on va garder la raison du côté de chez Mercedes et on va faire les choses en conséquence pour Hamilton, qui reste le leader établi de l'équipe. Mhm. Il a dit lui-même, jamais je n'ai voulu partir. On a tous douté, même ici on en a parlé, sur le fait que peut-être, oui, non, va-t-il rester ou non. Ça nous a quand même Mhm. animé pendant l'hiver. Maintenant, voir qu'Hamilton a vraiment fait une coupure de quelques mois, je reviens un petit peu encore à Senna. Désolé, le comparatif est facile, mais c'est un peu comme Suzuka en 89. Pendant 3 mois, il est parti au Brésil, on l'a pas vu. Je pense qu'Hamilton a fait une Mhm. coupure totale et extrême dont il avait peut-être besoin pour se remettre du fiasco. Encore une fois, ni Toto Wolff ni Hamilton n'ont accusé Red Bull dans ce qui s'est passé, mais bien la FIA. Mhm. Euh, D'ailleurs, Christian Horner est sorti cette semaine en disant que ouais, c'est bien qu'on ait dégagé Michael Masi. Je suis pas certain que c'était à Mhm. faire cette sortie. Il aurait pu pour une fois, encore une fois d'ailleurs, se retenir de l'ouvrir. Mhm. Mais voilà, Mercedes en voulait énormément à la FIA. Est-ce que la condition d'une nouvelle direction, d'une nouvelle dynamique au niveau des directeurs de Alors, course a été obligée, ou en tout cas nécessaire de la part de Mercedes pour rester? Ça par contre j'y crois. Qu'est-ce que oui, t'en oui, penses? oui, 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 oui. Non, mais il y a eu, je vais pas dire du chantage, Ben, ça mais c'est pourrait, clair ça que pourrait. un rapport de force qui s'est Hmm, exprimé durant tout l'hiver et qui aboutit à cette donc décision. Bah écoute, on enchaîne, là tu as oui, très bien sûr. bien amené tout ça. Donc, on avait quand même gagné notre pari dès le mois de décembre. Hein. C'est vrai. Michael Masi ne serait pas le directeur de course Ce l'année qui est prochaine. logique. Et effectivement, c'était injouable. On ne pouvait pas rester. Et même si Mercedes n'a pas forcément fait du lobbying toutes les heures en appelant Jean Todt ou Bin Sulayem toutes les heures en disant virez-moi Masi, bon, on avait tous bien compris que c'était pas possible de continuer comme ça. Bon, donc le fusible a sauté. Michael Masi va se voir proposer un nouveau rôle. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bon, exit Michael Masi. Si on veut être quand même plutôt sympa avec Masi, on pourra toujours dire qu'il est quand même tombé dans un piège C'est vrai. qu'il ne méritait peut-être pas, que c'est sans doute la faute quand même à pas de chance, que l'incompétence est la bon dos, mais qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus nous prendre pour des... L'exemplarité n'existe pas, le génie, des fois, il est aussi relatif. Hein. Donc, Et l'abus de la part des équipes, je suis désolé, les voilà, relations c'est radio ça. qu'on a entendues ces derniers temps étaient
pour moi inexcusable de la part tant de Mercedes que de Red C'est Bull. ça. Donc effectivement, il y a eu des incohérences, il y a eu une mauvaise gestion. Moi, maintenant, 3 mois après, si tu veux, effectivement, je ne peux que dire avec du recul. Mais pourquoi effectivement n'a-t-il pas sorti le drapeau rouge tout de suite? Voilà, je crois qu'honnêtement, ça simplifiait tout. Et évidemment qu'il y aurait eu des polémiques, mais elles n'auraient pas été aussi virulentes que celles qu'on a eues. Et on n'aurait pas pu l'accuser de ne pas avoir quand même essayé de normaliser le truc. Là, c'est vrai qu'effectivement, C'est entre le peut-être sa plus timing grosse erreur de la saison, mais celle qui porte à plus de conséquences, je pense. Ouais, c'est sûr. Mais bon, moi, je veux aussi rappeler que je vois pas pourquoi Whiting aurait eu les bonnes réponses au bon moment aussi. Je suis Bien sûr. désolé, Whiting Whiting m'avait n'était pas jamais éternel non non plus. plus, hein. Oui, Paix à son voilà. âme, mais il n'était pas éternel. Et puis Messi n'a pas eu des grands prix faciles. La décision qu'il a dû prendre à Spa-Francorchamps avait commencé à endiguer tout ça. Est-ce qu'on devait attribuer les Ouais, points? Ici aussi, ouais, on en c'est a sûr. déjà beaucoup parlé. Donc ça n'a pas été forcément non plus pour Messi la saison la plus simple en termes de Voilà. sportivité. Maintenant, au-delà de son départ, il y a des décisions qui ont été prises. Donc il y a des remplaçants, on va y venir. Mais désormais, l'interdiction de la diffusion et d'existence de contact entre les murs et des stands Oui, et la voilà. direction de course. Très bien. Allez Très hop, bien. merci, au revoir. Merci Voilà. enfin. Retour à Oui. la direction de course qui peut-être dans sa tour d'ivoire va pouvoir gérer un peu plus tout ça. Mais voilà, ça ne manquera pas de communication. Je pense c'est même remettre une certaine hiérarchie dans qui a le droit Oui. de demander quelque Oui. chose. Et ce sera un peu plus simple et peut-être un peu plus difficile de les atteindre d'un coup de téléphone instantané. Voilà. Alors, il y a cette nouveauté qui va donc être l'équivalent du VAR Oui, ça par balistique contre. pour voilà. Alors, écoute, c'est vrai qu'on s'interroge parce que bon, le VAR en football, moi des fois je suis affligé et toi Et aussi oui. sans doute. Oh oui, oui, oui. Euh, On regarde du football ici aussi. voilà, le hors-jeu sifflé pour un demi-millimètre d'un demi-orteil, voilà, pour 12 millions de ralentis, mais qui, moi j'ai toujours défendu cette idée, ne rendent pas, ne peuvent pas expliquer un instantané. Je suis Tout désolé. à fait. Quand tu es dans une action qui se joue en un centième de seconde, t'as beau revoir en ralenti et t'as beau voir une faute en ralenti, sur le moment, je suis désolé, il n'y avait pas faute ou il n'y avait pas volonté de faute, il n'y avait donc pas besoin de siffler pénalty. Enfin, Et voilà, nous, on le est devant VAR, la télé, on n'est pas à la place de l'arbitre qui est Mais à oui. hauteur du jeu et en plein milieu Oui, c'est ça. du terrain. Ça, c'est clair et net. Voilà. Non, le seul truc que je vois où je me dis, bon, pourquoi pas, et c'est sans doute un signe des temps modernes, installer effectivement une sorte de salle de monitoring en mode indépendant qui peut, en réactivité immédiate, peut-être effectivement juger qu'une manœuvre a été dangereuse, a été illicite, et effectivement imposer une pénalité à un pilote qui du coup serait plus contestable et contesté. Parce que Verstappen, même si on l'aime bien, des fois quand même on se dit... Prends Ah, l'exemple d'Interlagos. Quand il Oui, sort voilà. soi-disant large, le coup de volant, il le donne. Et ça, on peut le voir Voilà. immédiatement à la caméra embarquée qui n'existait pas jusqu'à 2 semaines Oui. après le Grand Prix. C'est ça, voilà. Voilà. Donc là, bah écoute, il doit y avoir une autorité bis, on va dire, qui vient appuyer, qui vient Pourquoi pas. entériner une décision, bah au moins peut-être que la règle du jeu sera effectivement plus claire. Plus équitable Bon, en voilà. tout cas. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, Sous réserve j'attends que de la voir. mesure mise en place soit. Enfin, tu es d'accord avec moi, il Oui. faut que s'il y a un niveau d'exigence qui est tenu, si ce collège de commissaires évolue en fonction de chaque Grand Prix, il faut que le niveau d'exigence soit constant. Sinon, ça va être un drame pour les Oui. spectateurs et pour les équipes. Enfin, Ouais. Puis moi, bah, j'attends comme toujours, quand tu vois qu'en VAR, on perd 5 minutes. Mais ça a l'air de rien, mais si, c'est énorme. On perd 5 minutes avant de prendre une décision parce qu'on revoit les angles, on ne sait pas, on s'interroge, on se parle en soi. Bon, bah là, ça sera pareil. Évidemment qu'ils vont revoir les images, ça va être 12 millions de fois. sauf que, attends, il y a un détail qui est important dans ce que tu dis, c'est que quand il y a une décision du VAR en football, on arrête le match. La course, elle Oui. continue ici. Hein. Bah oui, c'est ça. Voilà. Et donc, le temps de réaction va pas être non plus illimité pour les Ouais, commissaires. Donc, tout il faut à voir fait. s'il n'y a pas un temps limite qui va être annoncé ou après il ne pourra plus y avoir de décision. À mon avis, il s'engage dans quelque chose de nouveau. C'est bien, hein, Oui. je rejoins LFB là-dessus, soyons clairs. On est tous les deux d'accord sur l'avancée que ça propose. Maintenant, encore une fois, il faut faire ça bien. C'est tout, Voilà, c'est ça. tout le défi est là Il y pour aura la FIA. forcément des moments Des couacs, où... bien sûr. Ouais. S'il y a une neutralisation suite à un incident, bon bah là ok, on verra, on aura le temps. Mais Oui. si la course continue comme à Interlagos, bah effectivement, là ça devient chaud là. Voilà. Bon, ok. Alors, il y a donc 2 nouveaux directeurs de course qui vont récupérer le boulot de Masi. Eduardo Freitas, qu'on connaît bien en WEC. Et alors, vas-y, je t'écoute, tu as retenu son nom? Niels Wittich. Voilà, qui est officier en DTM. Et Oui. nous avouerons tous les deux bien humblement qu'on ne savait pas. Bon, ne nous en voulez pas, voilà. Alors, tu veux que je commence par une perfidie, littéralement, mon Je cher t'en prie. Maxime? Ça t'amuse, Oui, ça bien sûr. Bon. Donc, si j'étais un peu cynique, je te dirais que donc les 2 directeurs de course qui sont promus en remplacement de Masi sont
les deux qui ont été confrontés à deux énormes scandales. Alors évidemment, c'est pas la Formule 1, on en a beaucoup moins parlé, mais nous en avons parlé dans Green White Checker, dans tous les, voilà. Donc le scandale de la finale de Bahreïn en WEC, qui a vu effectivement un micmac pas possible entre Porsche et Ferrari en GTE Pro, et qui s'est conclu de toute façon sur quelque chose qui n'est pas net, voilà, qui ne reste pas net du tout. Donc ça c'est pour le cas Freitas. Voilà. Et quant à notre ami Vitic, on sait que la dernière manche du DTM au Nürburgring a été un pur scandale, effectivement, avec effectivement des pilotes qui éclatent le leader de la course. Van der Linde qui a fait n'importe quoi, et un titre pour Maximilian Götz qui n'est sans doute pas volé, mais mal acquis. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était ma petite. Est-ce qu'on doit y voir un certain je ne sais pas, est-ce que c'est une mise en garde pour cette saison 2022? Est-ce que, en tout cas, les deux garçons ont de l'expérience, enfin, je suis désolé, Freitas, à part peut-être sa fébrilité au Mans en 2016 où il a mis 1 heure à lancer les voitures sous la pluie. Ah ben ça, s'il pleut au départ d'un Grand Prix, maintenant ça ne démarrera pas normalement. Je suis pas tout à fait d'accord parce que regarde, quand il y a eu de la neige aux 6 heures de Spa-Francorchamps en 2019, Freitas a très bien géré, a fait rouler un maximum les voitures. Donc, t'as raison. Voilà, on va dire que dans les deux cas, ça pèse ça prêche pour sa paroisse. Non, mais je suis d'accord que c'était le directeur de course qui s'imposait dans le paysage automobile mondial. Oui. Et effectivement, il a en tout cas pour lui une sorte d'autorité un peu naturelle, sans en rajouter. Quand il parle au micro, c'est précis, c'est clair, c'est informatif. Il pourrait devenir un personnage emblématique, tu penses, à l'image de Charlie Whiting? Je pense. Oui, parce que ses interventions avec son accent et sa façon de parler, très clair. Je pense qu'il a de quoi dire les choses de manière Maintenant, effectivement, il a eu quelques personne moments n'est parfait, difficiles. Évidemment. Après le Mans 2016, il fallait oser les lancer, les garçons. Faut pas oublier qu'on sortait de saisons d'édition difficiles. Il y a eu des accidents avec Simonsen, etc. Il y a eu des dernières années où c'était pas facile au Mans. Maintenant, est-ce que tu ne penses pas que c'est tout simplement un CDD d'1 an pour les deux et que le meilleur restera l'année suivante? Moi, je pense que c'est un peu l'idée de la FIA. Alors d'abord, je vous prends tous à témoin. Moi, j'ai compris que ils continuaient quand même leur double casquette parce que s'ils se partagent. Oui. Alors, il y a peut-être effectivement une façon assez maligne d'ailleurs de la part de la FIA de ne pas vouloir qu'un homme devienne la cible d'attaques répétées, qu'effectivement de direction bicéphale, ça permet de diluer un peu les attaques, ça permet peut-être aussi de se reposer, on va dire ça comme ça, pour l'un ou pour l'autre, et ça permet, moi j'ai un peu compris ça, de continuer quelques engagements autres. C'est-à-dire que Freitas, pour moi, je comprends qu'il est toujours quand même le directeur de course du WEC. Et du Mans, et bien sûr, et bien sûr du Mans, oui, tout à fait. Donc je vois qu'entre un emploi du temps effectivement un peu dingue, puisqu'on ne reviendra pas sur ce sujet aujourd'hui, mais 23 Grands Prix, nous le savons, c'est trop. Alors 23 Grands Prix, sauf que je te prends spontanément, là, mon cher Maxime, t'en enlèves pas déjà un, là, éventuellement, celui qui était prévu le 25 septembre et qui devait se dérouler en Russie? Je pense que ça va être compliqué. On roule pas au gaz encore en Formule 1, mais c'est pas près de... Enfin, quoique, tu me diras, quoique. Est-ce que... Bon. Oui, alors écoute, si la situation devenait internationale, pareil, je vois pas comment Boris Johnson et les autorités européennes ouest-occidentales, comme on dit, disent à leurs ressortissants aller disputer un Grand Prix chez Poutine. Mais enfin bon, bref, écoute, c'est un autre niveau. Écoute, est-ce qu'on va vraiment être triste de perdre Sochi? Ou non, voilà. Il n'y a plus Bottas. Ah si, il pourra plus gagner, mais Bottas ne pourra pas gagner, c'est tout. Voilà. Bottas ne pourra pas être dans les points, au moins cette fois-ci. Mais de toute façon, je fais confiance à l'FIA que si d'aventure, effectivement, et ça arrivera un jour, si un Grand Prix doit être annulé pour raisons politico-diplomatico-géopolitiques, ce ne serait pas le premier. On a annulé des Grands Prix de Bahreïn, un ou deux Grands Prix de Bahreïn parce que c'était très chaud à l'époque. Donc, voilà, bon, et puis écoute, c'est sûr qu'on sortira Portimao du chapeau, enfin je sais plus quoi, parce que dans Portimao il y en a déjà un, parce que dans les 23 je sais même plus. C'est maintenu. Maintenant, je ne sais pas quand on retour au Mugello par exemple. Voilà, c'est ça. On trouvera bien, il y aura bien quelque chose. Si pas, on terminera à Croix-en-Ternois évidemment pour la Formule 1. On va conclure si tu veux bien. Alors on a évoqué toutes les livrées, on n'a pas parlé de Red Bull, mais il y avait peu de choses à dire puisque pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus. On va pas revenir sur le sujet. Et donc Alfa Romeo qui, au moment où vous verrez cette vidéo, dévoilera de manière imminente sa livrée. Je te propose d'enchaîner si tu veux. Juste un dernier mot, 10 secondes. Donc les essais là, au moment où on se parle, on est à la veille des premiers essais. À Barcelone, donc on sait très bien que
que on n'en saura pas beaucoup, on n'en verra pas beaucoup. Ce que les équipes voudront bien nous donner, pas plus. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on fera le bilan dans un mois avec le premier Grand Prix, Maxime, de toute façon, là, c'est sûr. Et puis, écoute, on va... J'ai vu un tweet marrant de je sais pas qui disait, bon, alors, donc, vous... ces premiers essais un petit peu de cuisine de la Formule 1, c'est comme si les gens gueulaient de ne pas voir Roger Federer à l'entraînement essayer une nouvelle raquette. Bon, alors ça m'a fait amuser, c'est un peu caricatural, mais oui, c'est pas complètement faux dans la mesure où on savait et que oui, c'était une séance de travail un peu en mode préparatif ultime pour une nouvelle réglementation et que les équipes avaient sans doute négocié un peu de tranquillité, un peu oui, on ne peut pas vraiment leur en vouloir maintenant. J'ai aussi voilà. vu un tweet moi, qui était passé il y a quelques jours d'un journaliste, je pense que c'était Matt Bishop, qui expliquait: vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir instantanément les résultats. Oui. Fut une époque, on attendait Auto Hebdo ou FA Racing le mercredi qui suivait les essais pour avoir peut-être des photos ou un tableau Exactement. des 10 premiers, quoi. Donc exactement. voilà, ne boudons pas notre plaisir avec ces essais. Maintenant, je pense qu'il y aura malgré tout quelques passes droits et qu'on ne sera pas non plus sans information, que ce soit sur les médias de la F1 ou des équipes. Voilà. Je pense qu'au niveau F1, on a fait un peu le tour. On n'a pas parlé de Zafnauer qui arrive chez Alpine, mais bon, il l'avait dit il y a 8 mois. Écoute, donc, c'était attendu. Pas de surprise. Là, il a l'air tellement content sur sa photo, on dirait un gamin de 6ème qui rentre. C'est la photo de classe. Enfin bref, c'est terrible. On a fait un peu le tour de ce qui se passe en Formule 1. On reviendra sur les essais hivernaux lors de notre prochain épisode. Je te propose de passer à la deuxième partie de ce podcast où on va partir aux États-Unis pour le Daytona 500 et on va mettre nos moufles pour aller au Rallye de Suède qui se prépare ce week-end. Drapeau blanc. Voilà, tu suis. Salut. Je t'ai bien eu. C'était le cas de le dire. Voilà. Comme je l'ai dit, enfiler nos moufles et nos bonnets pour quelques informations en vue du rallye de Suède, deuxième étape de ce championnat du monde des rallyes. Ça s'annonce sympathique avec l'absence de deux Sébastien pour la première fois depuis longtemps. Et ça permet, entre guillemets, aux souris de bien danser à travers les murs de neige. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, depuis le mois dernier où on s'était parlé après le Monte-Carlo, mon cher Maxime, donc écoute, il y a eu quoi comme news ? Il y a eu la confirmation que Sébastien Ogier allait bien faire une saison complète de LMS. Ça oui, bien ça c'est très très bien. Ça, avec le Richard Mille Racing Team. Et il va se préparer à mon avis pour le LMDH. Et alors on a vu des annonces aussi, puisque du côté de Richard Mille, on a écarté Sofia Flehersch qui va donc rouler maintenant chez G-Drive, avec notamment Daniel Gviat qui est aussi parti du côté de chez G-Drive. Donc la place d'Ogier en endurance, moi je le vois bien faire une deuxième carrière là-bas. Ça paraît bien. Oui, non, c'est ce que je voulais te dire. Ça a bien été confirmé. Le programme était plus important peut-être qu'on croyait, et moi je n'avais pas spécialement anticipé une saison complète dans une discipline, non. voilà, avec en plus un sponsor prestigieux qui met des moyens. Alors évidemment, on sent un équipage un petit peu événementiel, tu vois ce que je veux dire. Un Sébastien Ogier, ce qui représente en WRC, Charles Milesi, qui vient un peu en caution, voilà. Et puis attends, qui c'est la troisième déjà je sais plus, c'est une jeune française là, comment elle s'appelle ? Oui, j'ai plus son nom. Oui, voilà, excusez-nous, c'est terrible. Direct. Voilà, parce que c'est en tout cas, on va la découvrir, cette jeune française de 20 ans qui là a tous les arguments pour crever l'écran. Et effectivement, c'est un équipage quand même, faut être honnête, mon cher Maxime, alors que je te vois, tu cherches ça fébrilement. Je fouille. Et c'est bien, mais dans la série équipage un peu éclectique, inattendu. Eh bien, c'est Amanda Mille qui a annoncé ça. C'est la directrice et la pilote, c'est Lilou Wadou. Voilà, Lilou c'est vrai qu'elle a un prénom en plus très, très étonnant. Lilou Wadou. J'avoue je vous mettrai une photo d'ailleurs, je vous intégrerai une photo des trois pilotes. Si Lilou nous écoute, qu'elle ne m'envoie pas si je n'ai pas retenu spontanément son nom, alors que je suis soi-disant un commentateur émérite de tout ce qui concerne le sport automobile. Mais ça veut bien dire qu'effectivement, c'est vraiment des nouveautés à tous les niveaux et qu'effectivement... entre un octuple champion du monde WRC et une jeune pilote féminine, on n'avait pas forcément vu l'association venir. Et Milesi, pareil, il peut exploser cette année si ça se passe bien, donc pourquoi pas. Voilà. Bon, alors donc on en revient à ce qu'on disait, Sébastien Ogier, effectivement, est bien dans une deuxième carrière, et effectivement, non, le WRC sera peut-être subalterne pour lui. Et Sébastien Loeb,
n'est pas au départ de la Suède, ça, ok, on le savait, même si, effectivement, tu as vu comme moi passer quelques déclarations où Sébastien Loeb dit à qui veut l'entendre que dès qu'il peut revenir, il revient chaud, quand même. ça c'est clair. Il Voilà. s'est bien amusé, bah, il a déjà eu un avant-goût de la glace, on en reparlera avec le trophée Andros, où il était à Superbès. Oui. Voilà. Je pense que ça va être dur de lâcher prise pour Sébastien. C'est ça. Je pense que ça va être dur. Bon, en tout cas, il fera pas la saison, on le savait, mais on va le revoir, ça c'est sûr. Bon. Donc, du coup, il faut quelqu'un d'autre pour le remplacer chez Toyota pour ce week-end. Il y a un autre pilote qui va remplacer, c'est Lappi qui revient chez Toyota. Alors, Lappi, donc, est bien chez Toyota pour en fait son statut qui est celui d'un numéro 3-4, on appelle ça comme tu veux, 4, mais effectivement, bien placé, voilà, c'est ça. Mais c'est lui qui, effectivement, aura la majorité des courses chez Toyota pour venir combler l'absence d'Ogier. Et quand bien même on veut bien croire qu'Ogier revient quand il veut, oui, ben non, Lappi, c'est sûr, ça va être un objectif un peu plus solide, on va dire, sur l'ensemble d'une saison. Un retour après un an, Lappi. Surtout un retour après un an, Lappi. Un an, il était chez Ford, chez M-Sport en 2020. L'année dernière, pas beaucoup roulé, donc espérons que la remise en selle se passe bien. Alors moi j'ai lu quelques déclarations aussi, pour rebondir sur ce que tu disais au niveau de la Suède. Chez Toyota, on était un petit peu plus chaud s'il y avait énormément de neige, et c'est Kalle Rovanperä qui a dit que si on veut pouvoir remonter sur les Ford Puma, il faut absolument qu'il y ait beaucoup de neige. C'est plutôt ce qui s'annonce niveau météo, ça risque d'être très très compliqué au niveau des conditions. On attend une purée de... Alors les Ford, sur la lancée du Monte-Carlo, pourraient être les favorites. Logique, mais t'es comme moi, tu sens quand même que Craig Breen, Fourneau, Greensmith, bon, ça c'est pas les trois. C'est pas évident d'aller chercher des vrais Nordiques. Alors Rovanperä et Lappi, mais Evans n'est pas un Nordique. Oui, c'est vrai, mais Evans chez Toyota, ça va être super solide, quoi. Bah oui. Donc, on a envie de mettre une pièce, je ne sais pas si tu es comme moi, quand même plus sur... chez Toyota. Allez, moi, entre Evans et Rovanperä, j'aurais tendance à dire. Clairement, voilà, même si Toyota s'annonce comme outsider vis-à-vis de ce que Ford a fourni au Monte-Carlo, je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un pilote numéro 1 chez M-Sport, enfin chez Ford, quand Loeb n'est pas là. Après, à eux de créer la hiérarchie au fur et à mesure. Voilà. Oui, théoriquement, comme tu dis. Mais Breen a toujours été bon en Suède en plus. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Oui, j'ai vu les résultats. Il s'est plutôt pas mal débrouillé ces dernières années, c'est vrai. Mais à voir s'il peut concrétiser. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. À lui comme ça serait évidemment, c'est ce qu'il faut cette année pour lui en tout cas. Alors, est-ce que c'est dès la Suède? Je sais pas. Je veux croire que Toyota là, va répondre à Ford après Monte-Carlo. Et puis chez Hyundai, par contre, là c'est l'inconnu parce que dans la logique, n'importe qui mettrait Tanak évidemment en favori logique d'un rallye de Suède. Sauf que t'es comme moi. Tu te dis que Hyundai, non, ce début de saison, ils vont toujours pas être au niveau. Quoi. Ils vont pas être au niveau. Alors j'ai vu 2 interventions ce matin même. Donc Thierry Neuville qui avait énormément d'espoir. Bon, il a toujours beaucoup d'espoir Thierry dans ses déclarations. Il est très positif. Il a encore la force de l'être. Par contre, Julien Moncey, qui est un des responsables de l'équipe depuis longtemps, a dit que eux n'espéraient même pas gagner, au mieux un podium. Tu imagines? Ah oui. Donc c'est quand même une révision par le bas des ambitions de Hyundai, et c'est dur à entendre parce que Neuville l'a gagné il y a 2 ans le rallye, il a gagné je pense 3 ans, en 2019 si je dis pas de bêtises, mais non, je pense que c'était il y a 2 ans. En 2018 peut-être. 2018. Il me semble que parce que j'y suis et je me souviens bien avoir accompagné cette victoire de Thierry. Oui, tout à fait. C'était 2018 pardon, mais ma mémoire a fait défaut. Donc c'est quand même dramatique pour Hyundai de se dire que le seul objectif c'est au mieux un podium. Oui. C'est catastrophique quoi. Enfin, alors, est-ce que c'est du réalisme et donc en mode modestie de l'annonce réaliste, ou est-ce que c'est effectivement un peu d'intox? Je sais pas, mais oui, on est quand même pas complètement rassuré pour Hyundai. Bon, donc ça c'est sûr. J'ai vu qu'il y avait 2 spéciales qui allaient être annulées parce qu'il y a quoi? Il y a des serres qui sont dans la région. Oui, c'était trop risqué. Donc il y a eu je crois qu'il y a eu redessin d'une section et l'annulation d'une autre partie où ils ont été, ils seront partis vers une autre section finalement qui n'a pas été retenue parce que c'était risqué. Maintenant, bon. Tant qu'il y a de la neige, voilà, tant qu'il y a de la neige et qu'effectivement on soit dans un environnement vraiment hivernal. Et que effectivement, ce qu'avait réussi à faire l'Arctique l'an dernier, la Suède récupère le flambeau, on sera content pour eux, bien sûr. Mais effectivement, en tout cas, rallye intéressant, ouvert, et
Et oui, on est forcément impatient de voir ça. Et la dernière news en date, elle est tombée ce matin, c'est le retour du rallye de Belgique. Ypres sera au calendrier cette année, pour le plus grand plaisir des fans belges. Alors, je ne sais pas s'il y aura de nouveau quelque chose d'organisé autour de Francorchamps, on n'a pas encore les détails. Mais c'est la date du mois d'août ? C'est ça, du 18 au 21 août. C'est donc la Belgique qui a remporté l'élection de cette date qui était encore à attribuer il y a quelques jours. Tout à fait. Dans le calendrier. Bon, voilà. T'es contente. Au mois d'août, tu auras deux lieux à visiter, mon cher Maxime. 3, il y a ah non, c'est en juillet, t'as raison, mais il y a les 24 heures de Spa. 3 semaines après, il y a le rallye à Ypres et juste après, il y aura le Grand Prix de Belgique. Je pense que ça va être compliqué au niveau de Spa-Francorchamps, qui est d'ailleurs en ce moment un cratère à ciel ouvert, puisque tout est en construction pour le retour de la moto. Ça s'annonce compliqué, mais la suite de la saison sera bien intéressante. Donc des grandes vacances dont le programme est déjà bien établi. Alors ceux qui ne prendront plus de vacances pendant quelques week-ends, puisqu'il y a quand même 36 manches dans la saison, c'est les pilotes de la NASCAR, avec les manches et le Daytona 500 qui se sont tenus ce week-end, avec l'émergence de la jeunesse. On savait que la phase de renouvellement de pilotes était là, mais quand on regarde un petit peu le top 10 final de ce Daytona 500, c'était quand même assez jeune en termes de moyenne d'âge. Est-ce que tu as pu jeter un coup d'œil un petit peu à ce qui s'est passé au Daytona 500 ? Ah écoute, oui, j'avoue que la NASCAR, comme quand même beaucoup, soyons honnêtes, 36 courses dans l'année, non, c'est clair que et des longues pas courses. Les regarder toutes. Voilà, il y a des fans et bravo à eux. J'ai commenté la NASCAR pendant des années. Alors ça a toujours été la NASCAR à l'époque Busch, puis Nationwide. Puis Xfinity. Parce que c'est vrai que la Cup a toujours été propriété d'AB Motor à l'époque quand moi j'étais sur Motors TV. Et ensuite, maintenant en France, sur Automoto la chaîne. Donc effectivement, je n'ai jamais commenté la Cup, mais j'ai toujours commenté la deuxième division. Et j'ai souvent commenté même la troisième division, la Truck Series. Souvent. D'ailleurs, je vais en reparler. Donc, le Daytona 500, évidemment, quand même, moi je fais partie de ceux qui, de manière assez légitime, auraient tendance à rajouter le Daytona 500, donc, qui pourrait être une quadruple ou une quintuple couronne. C'est vrai, tu as raison. Car effectivement, si la triple couronne, je rappelle à l'origine, c'est Le Mans, Indianapolis et le championnat du monde de Formule 1. Et non Monaco. Mais effectivement, je suis le premier à vouloir inclure Monaco, donc dans ce cas-là, je dis que c'est une quadruple couronne. Oui. Et je suis le premier enclin à vouloir ajouter le Daytona 500, et à ce moment-là, ça devient une quintuple couronne. Et je rappelle qu'un pilote comme Mario Andretti, par exemple, a gagné le Daytona 500. Il a gagné Indianapolis, il a été champion du monde de Formule 1. Donc, c'est jouable de faire une quintuple couronne. Mais là, c'est sûr que personne ne l'a fait. Parce que Graham Hill, n'a pas été. Graham Hill qui est le seul à avoir ce que moi je considère donc comme la quadruple couronne. Voilà. Et donc encore plus la triple couronne. Et bien donc, effectivement, Graham Hill n'a pas gagné le Daytona 500. Mais effectivement, ce serait incroyable. Donc, je regarde, effectivement, parce que Daytona, parce que ce paquet, c'est double ligne, voire parfois c'est 3 lignes. Parfois, oui. Oui, voilà. Donc, si, c'est un spectacle génial. Bon, voilà. Donc, écoute, j'ai tout regardé. Il n'y a pas eu de méga big one. Il y a eu deux gros crashs dans le dernier segment. Voilà. Mais moi, je te parle de quelqu'un qui a déjà commenté des big one. Il y a 20 voitures de 30 bagnoles. Oui. Là, c'était moitié moins. Bon, voilà. Mais ça le fait, c'est toujours impressionnant. Et voir la voiture sur le toit, là, j'avoue que je ne sais plus qui c'était. Oui, c'était. Il y a eu c'est le crash qui a eu lieu en tout début du premier stage. Je crois que c'était au 60e tour, 63e tour, il y avait Kurt Busch, Alex Bowman et c'était quelques-uns à être pris dedans effectivement. Ouais, voilà, il y a une voiture qui est sur le toit. Non, c'est pas enfin bon bref. Donc écoute voilà. Non mais voilà, on peut pas mais c'était quand même un événement aussi puisque la NASCAR a quitté de nombreuses traditions avec cette nouvelle réglementation, ces nouvelles voitures. Donc les voitures next gen. Tout à fait, avec les numéros qui sont décalés sur l'avant de la voiture. C'est pas grand chose, mais malgré tout, ça a son charme tout de même. La fin des bruits de boulonneuses dans les stands, puisqu'on n'a plus désormais 5 écrous à enlever, mais un gros écrou central. On ne voit plus les écrous volés. Ça, c'était les ralentis où tu voyais les étincelles, c'était absolument somptueux. Bon. Moi, je trouve que ça ne gâche pas le plaisir et au contraire, ça rajeunit un petit peu la discipline. Les voitures sont très jolies. Je trouve qu'en termes de proportion, elles vont super bien. Ça me rappelle un petit peu les années 80 où c'était un peu plus serré avec les Ford Mustang. Ah oui, non, mais elles sont toutes magnifiques. Enfin, vraiment,
Petit bonus effectivement pour la Mustang qui donne particulièrement bien avec ses livrées, notamment chez Penske. Enfin, elles sont vraiment magnifiques à perdre toutes ses économies et son PEL en miniature tellement elles sont réussies. Alors pour refaire un petit peu l'image, donc c'était la 63e édition de ce Daytona 500, une course divisée en 3 stages, donc 3 sections, trois segments, c'est vrai, tu as raison. Alors, premier crash, première neutralisation importante pour une voiture qui perd une roue, la numéro 50. Et d'ailleurs, savais-tu que donc le spotter qui a laissé repartir la voiture aura 4 courses de pénalité. Le crew chief et le spotter seront interdits pendant 4 courses puisque laisser ressortir une voiture avec une roue qui se balade, c'est très très grave. Donc quand elle dépasse la ligne des stands, c'est une pénalité, mais là c'est quand même 4 courses d'exclusion. Je ne connaissais pas cette règle, je l'ai appris cette année et ça fait très mal. Le deuxième stage qui est gagné in extremis par Martin Truex Jr., ça aussi c'était une première grosse tension dans la course. Et puis au moment de la relance du troisième segment, c'est le jeune Cindric, donc Austin Cindric qui donc prend la tête et ne va quasiment pas la lâcher. Alors il aura mené que, tout est relatif, mais que 21 tours des 200 de la course, mais il a mené les bons. Et surtout, alors moi je voudrais quand même parler du finish. Alors très bel anniversaire d'ailleurs à Roger Penske qui a donc une très belle victoire pour son jour d'anniversaire, il s'en souviendra. La fin de la course est assez compliquée, il y a un gros crash au 188e tour. On arrive sur une neutralisation, on repart avec un green flag à 7 tours. Il y a un deuxième crash avec Ricky Stenhouse et Buescher qui se fritent. De nouveau un drapeau jaune, on repart pour 3 tours de drapeau vert, ça a tenu, on n'a plus eu de green white shaker, on aurait pu. Donc littéralement on est dans ce on est dans le sujet. Voilà. Et finalement, ce final avec un crash sur la ligne. Classique, normal. Classique, mais quand même, je trouve que là, Cindric n'a pas été super sport en termes de blocage parce qu'il tape à droite d'un côté et il finit quand même avec Bubba Wallace qui le soulève presque au passage de la ligne. Et il tasse son coéquipier. Et il tasse son équipier, c'est juste. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée ? Moi, je suis pas trop fan de la manière, mais voilà. Non, mais c'est exactement ce que je voulais te dire parce que moi, j'ai une dent contre Austin Cindric. Alors, j'ai une dent. Oui, c'est une manière un peu dure de le dire parce que bon, et je veux croire que ce jeune pilote a de l'avenir. Donc, effectivement, bon. Mais les spécialistes savent 2 choses. Qu'Austin Cindric, d'abord, c'est le fils de Tim Cindric, qui est juste le vice-président de Penske. Oui. Donc il a toujours eu forcément cette image de fils du patron. C'est un peu le Lance Stroll de la NASCAR, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la discipline. Qui est forcément aidé, pour qui c'est plus facile de gravir les échelons. Bon, alors c'est la vie, ok, c'est comme ça. C'est l'histoire de l'humanité. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres, comme on dit. Mais bon, écoute, le fait est que c'est vrai. Bon, voilà. Ensuite, moi, je l'ai commenté, Austin Cindric. En 2000, alors je crois que c'est 2016 ou 2017. Je crois que c'est 2017. Je commente la Truck Series sur Motorsport TV, ou encore Motors TV à l'époque. Et donc, nous avons la Truck Series. Eh bien, Austin Cindric gagne la course de Mosport. Alors ça, je m'en souviens que c'est Mosport au Canada, sur circuit routier. Il y a quelques courses dans l'année, tu le sais, sur circuit routier. En virant le pilote qui est devant lui. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, je te pousse. J'ai revu les images, mais oui. Voilà, oui. Bon, d'accord. Et tu gagnes. Bon. Alors, à l'époque, même si la NASCAR a souvent eu ce genre d'histoire où on s'embarrasse pas de sentiments, Kurt Busch, ça lui est arrivé aussi. Salut tout Logano. Ça. Bon. Là, je t'annonce que ça avait quand même grincé des dents. Parce qu'effectivement, c'était violent, un peu trop gros. Ouais. À un moment donné, ça va, quoi. Donc, c'est à l'américaine, c'est le côté duel, je te vire, je te pousse et je gagne. Voilà. Et puis c'est comme ça. Et le Austin Cindric n'avait pas du tout fait amende honorable. C'était un discours du genre, pour gagner, il faut s'imposer. Moi, je veux gagner. Tu vois, en plus, pas super sympa le type, quoi. Donc voilà pourquoi je demande à voir. Alors évidemment, l'histoire, là, elle est extraordinaire. Un rookie qui gagne le Daytona 500. C'est le 9e de l'histoire à avoir gagné sa première course en Cup Series. C'est extraordinaire quand tu penses que effectivement certains pilotes n'y arriveront jamais. Oui. Que ce soit au Daytona 500 ou à Indianapolis, Tony Stewart en NASCAR ou Michael Andretti en Indy. Voilà, ils n'y arrivent pas. Et je pense que Kyle Busch, qui est mon pilote préféré, tout le monde le sait, n'arrivera jamais à gagner le Daytona 500. Il s'est pris une belle boîte. D'ailleurs, il a pu repartir, mais c'est pas une édition facile pour lui.
Donc, écoute, voilà, pour conclure, Cindric sans doute représente un futur quand même très efficace, un peu sans état d'âme, Il va se faire des ennemis. Hein. Je pense qu'un peu à voilà, l'image de mais Keselowski ou Logano, parfois, il va oui, être c'est ça, le sale gosse de la bande. c'est ça. Donc, écoute, l'histoire est belle, et tant mieux pour lui. Les faits se sont quand même penchés sur son berceau et il a de la chance à tous les niveaux. Mais il faudra quand même qu'il me prouve qu'il peut être aussi quelqu'un de plus réglo, faire. Et maintenant, je ne lui reproche pas forcément d'avoir tassé Blaney, je vais te dire, parce que une victoire au Daytona à 500. Ça peut permettre avec l'adrénaline de se dire c'est Ouais, maintenant ou jamais. Et voilà, le tu peux premier pas, coup sur voilà. Blenny, il est d'accord, mais quand il redescend Ouais. complètement tassé Ouais, Bubba Wallace, ouais. c'est peut-être le geste de trop, tu vois. Tout Parce à que fait, quel plaisir ça aurait été de voir Bubba Wallace gagner l'Indy 500, Daytona Bah 500, oui, pardon. oui. Ça aurait C'est été ça. quand même assez formidable. Par contre, tu parles d'un enfant pistonné un peu Oui, prêt à voilà. réussir. Je voudrais juste revenir sur ses statistiques. Donc en Xfinity, au total, il a fait donc 133 courses, 13 victoires et 8 pole positions lorsqu'il a eu son titre Oui. aussi en 2020 en Xfinity. Il a été titré en Xfinity, C'est vrai. donc là, Donc, bravo quand même. entre guillemets, voilà, il a réussi à faire quand même quelque chose. Il n'a pas été là uniquement de par Non, ses c'est sûr, c'est sûr. Non, Et puis il est né en sûr. 98, donc Ouais. je pense encore du temps avant de le voir partir, à moins qu'il commence à se faire des ennemis. Et il est bien parti pour ça aussi dans les semaines à venir avec la suite de la saison, du coup, puisque la prochaine étape c'est déjà ce week-end. C'est le Wise Power, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais c'est quoi? C'est Las Vegas, non? C'est l'Auto Club Speedway à Oui. Fontana, donc non, Ah, c'est Los Fontana. Angeles. Ah, d'accord, c'est en Californie. Fontana, D'accord, ok. oui. Voilà, donc on va voir. Alors, petit mot quand même, parce qu'il y avait que des pilotes américains, il y avait un pilote mexicain, mais il y avait un certain Oui. Jacques Villeneuve qui était dans le peloton Oui. et qui est venu se qualifier, ce qui est déjà un exploit pour Jacques. Mm. Ça c'était et qui termine à 3 tours honorablement. Je trouve que à son âge, avec son expérience et son manque de pratique récente, voilà, il a roulé en NASCAR Eurowheel. Je sais pas s'il Oui. pouvait pas laisser sa place à quelqu'un d'autre, l'ami Jacques, mais voilà, une petite NASCAR avec le numéro Oui. 27, ça C'est faisait un sûr petit qu'à peu 50 ans marrant. passés en plus. Hein, C'est vrai, je me demande, donc, c'est pas le doyen du peloton, si je dis pas de bêtises cette année. Oui, suis pas certain. en tout cas, il est né en 71, hein, Jacques. Donc, Oui. effectivement, 50 ans, il les a, oui. Donc, évidemment. Non, là, c'est vrai que c'est incroyable. Si on m'avait dit, Ah oui, il y a j'y encore aurais pas quelques cru. semaines, mais tu sais que Jacques sera au départ du Daytona 500, j'aurais dit, ah bon, c'est pas incroyable. Il est toujours là, il va toujours tenter. Et il y est arrivé à se qualifier pour le Daytona 500. Donc, bravo. Maintenant, effectivement. On a bien vu dans la course que oui, il était à un Largué. niveau. Soyons honnêtes, Oui, il était voilà, largué. Soyons honnêtes, quand on voit aime tout le beaucoup peloton Jacques. qui arrive et qui le laisse sur place. Voilà. C'est dur à voir. Mais bon, il l'a fait. On en serait bien incapable, toi comme moi. Donc on salue l'audace de la performance. Écoute, on va conclure cette page sur le Daytona 500. On reparlera de la NASCAR si jamais eh bien, on a d'autres cas importants cette saison. Mais nous, on va plutôt se pencher sur d'ailleurs l'IndyCar qui va débuter d'ici quelques jours. On en reparle tout de suite puisqu'on va enchaîner avec la troisième partie de ce podcast. Direction l'arrivée et le drapeau à damier. On y va. Alors avant d'attaquer les derniers sujets importants, on parlera de Formule I notamment et brièvement de l'Andros. Juste avant l'Andros, est-ce que tu veux nous parler un petit peu toi de l'IndyCar avec la saison qui va débuter à Saint-Pétersbourg ce week-end? Un petit pronostic, des envies. Ah écoute, oui. Parce que allez, le plateau est beau, on va dire. Hein. Voilà, on a décidé aujourd'hui de ne pas vous faire une page spéciale IndyCar parce qu'on se concentre sur la Formule 1 forcément et sur le Daytona 500 qui a vraiment eu lieu. Donc l'IndyCar, on est plus dans l'attente et dans une sorte de à l'image du WRC finalement. Voilà. Oui. Mais bon, l'IndyCar, là, c'est clair, depuis quand même quelques saisons, a vraiment repris une vraie stature d'un championnat majeur international. Moi, toi et moi, bien sûr, on a toujours suivi. Mais plus ou moins, oui, mais moi j'ai grandi. Voilà, là, c'est clair qu'il y a une période en ce moment qui est. Oui, non, il y a une très très bonne période. Donc, écoute, côté français, forcément, deux pilotes à temps plein. L'un qui représente beaucoup d'espoir d'éclater encore plus au grand jour, c'est Romain Grosjean, forcément. Avec une équipe exceptionnelle. Il a le matériel enfin digne de son talent. Je suis désolé. Hein. Voilà. Et il faut. Tu es comme moi, tu es d'accord. L'an dernier, il nous a fait des choses fabuleuses. Il est quand même arrivé en IndyCar en montrant que oui, c'était pas n'importe qui, qu'il y avait des coups de volant, des retardements de freinage fabuleux. Donc là, Romain Grosjean, oui, peut être vraiment une superstar en puissance en IndyCar. Donc côté français, c'est sûr, ça va être notre tête d'affiche. Moi, évidemment, tout le monde sait que j'ai beaucoup d'affection pour Simon Pagenaud. Et je trouve que alors d'accord, il est plus chez Penske. Et
ça peut ressembler à effectivement une fin de carrière là qui est effective et qui commence. Sauf que l'équipe Meyer Shank Racing n'est quand même pas n'importe qui. Quel sera son équipier, mon cher LFB, cette année? Et qu'effectivement, le duo qu'il va former à temps plein avec Helio Castroneves, bon ben voilà, c'est génial, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, est-ce que ce seront les deux, je vais pas dire papy. Papy, mais oui, mais c'est un peu ça. L'expérience vrai incarnée. Oui, je pense que Simon doit pas être complètement ravi qu'on l'associe à un vieux pilote comme Castroneves. Mais on peut l'associer à Dixon ou à d'autres pilotes qui sont là depuis longtemps, bien sûr. Voilà. Être à côté du tenant du titre d'Indianapolis, d'avoir deux pilotes vainqueurs d'Indy 500 dans la même équipe, d'avoir effectivement cette carte de l'expérience, un peu d'être contre les jeunes avec une bonhomie, avec une disponibilité exceptionnelle, un fair play fabuleux, parce que honnêtement, Simon a toujours été positif dans toutes ses déclarations, il est honnêtement bluffant à ce niveau-là, et Castroneves, c'est la référence en la matière, avec Craig Lowndes en Australie. Les mecs toujours prêts à partager leurs expériences, à l'exprimer d'une manière vivante. Globalement, en IndyCar, je trouve que par rapport à la NASCAR, où c'est un peu des sales gosses qui se chamaillent, il y a quand même énormément de respect en IndyCar parce que voilà, il y a eu des drames ces quelques dernières années et je trouve que c'est peut-être une des disciplines les plus impressionnantes où il y a le respect en piste, quoi qu'il arrive, et le fair play, je pense, avant que les commissaires ne doivent s'en mêler. Pas vu de grosses bagarres en IndyCar ces derniers temps, donc non. Ça va. Bon. Donc écoute, moi je conclue, je te laisse la parole. Forcément, français. Grosjean et Pagenaud, je veux voir ça. Et par association avec Pagenaud, je veux voir Castroneves aussi sur la longueur d'une saison complète et pas seulement par un coup d'éclat à Indianapolis. Et au niveau du sport, écoute, pour la première fois, là, je vais mettre Dixon de côté, même si, tout respect, je vais mettre même les pilotes Penske de côté. Newgarden, Power, évidemment, super solide, j'attends de voir. C'est logique qu'il soit devant. Scott McLaughlin, évidemment, tout le monde sait que là aussi, je vais le surveiller avec beaucoup d'affection. Mais je veux voir la bataille qui, pour moi, va concerner 3 pilotes. C'est Palou, forcément tenant du titre. C'est Howard, dont on attend le titre. Et c'est Colton Herta, qui est peut-être le plus fort de tous, mais qui n'a pas encore, évidemment, de titre à son actif. Voilà. Colton Herta, je mettrai une bille dessus parce que je pense qu'en fait, il est prêt. Enfin, il a l'expérience qu'il faut pour gérer la saison. Maintenant, c'est vrai que du côté McLaren, j'attends peut-être un peu Howard parce que mon côté McLareniste, j'aimerais bien que que Patricio avance un petit peu. Maintenant, il y a des rumeurs qui arrivent aussi. Alors, on repart vite fait de Formule 1, mais avec Andretti qui pourrait arriver. Et du coup, avec McLaren, avec Andretti, il y a peut-être des places à gagner en Formule 1 pour un retour d'une vraie équipe américaine. On n'en est pas là, mais il y a les sponsors, il y a les motoristes, il y a tout du côté de chez Andretti pour que ça marche. Wait and see, comme on dit. En tout cas, on vous parlera sans doute d'IndyCar dans les mois à venir ici sur Green White Checkered. On va se gêner. Je te propose d'enchaîner avec rapidement la finale du trophée Iandros. Alors un petit mot tout de même, parce qu'on aime bien vous parler de ça, avec des images que vous allez voir grâce à Motor Racing TV et notre ami Frédéric Vigier qui nous met à disposition ces images. La finale où il y avait un invité surprise, ce Sébastien Loeb, qui est venu chipper la 5e place du général. Qui ça, Sébastien Loeb? Un petit jeune, il débute, un adversaire, tu verras. Il paraît qu'il n'est pas mauvais en rallye. Et un finish qui s'est quand même joué sur 7 manches de Super Bess avec le titre, le 6e pour Jean-Baptiste Dubourg, à égalité avec un certain Yann Erlaché qui reviendra d'ailleurs bientôt sur les circuits avec le WTCR qui reprendra bientôt chez Lynk & Co. Donc le champion du monde des voitures de tourisme qui est venu s'amuser. Derrière, au niveau du classement, donc égalité parfaite entre Dubourg et Erlaché. Ex-aequo, c'est quand même incroyable. Et c'est quand même assez fou, puisque c'est au nombre de victoires que Jean-Baptiste décroche ce 6e titre avec cette Renault Zoé, puisqu'on rappelle donc c'est du full électrique depuis quelques années. Derrière, on notera les piges de Pierre-Louis Loubet qui a fait du rallye. Et qui, t'as vu, va faire un beau programme WRC cette année. Finalement, je voulais le dire tout à l'heure, mais il a signé un contrat avec Ford. Oui, non, comment dirais-je, il se parachute lui-même de Hyundai à Ford et c'est évident que c'est une super nouvelle pour lui. C'est un joli rebondissement pour la suite. Voilà. Et puis fils 2, la famille Loubet en rallye, rappelez-vous des Alpha GTV6, c'était quand même quelque chose sponsorisé à l'époque par Rothmans, elles étaient magnifiques. Alors parmi les noms que l'on retrouve derrière les habitués, donc Nicolas Prost, Olivier Pernot, etc., on retrouve aussi un Dorian Boccolacci qui a fait ses débuts cette année plutôt réussis. Boccolacci qui est un pilote
Porsche Super Cup en championnat du monde. Et parmi les moins connus, mais si vous suivez l'Andros, il y a Sylvain Puissier et Jérémy Sarri qui ont réussi à se hisser un petit peu au classement général un peu plus haut. Donc une saison qui s'est déroulée complètement avec les 6 manches. On a pu profiter de belles bagarres. Les commentaires étaient très intéressants puisque cette année on a pu retrouver Franck Lagorce au micro qui a quitté son baquet puisqu'il a pris sa retraite. Donc c'est toujours très plaisant de voir l'enthousiasme et la ferveur dans la voix de l'ami Franck Lagorce. Donc voilà pour cette conclusion. Écoute, donc, de Super juste ce que je veux dire, c'est que Dis-moi. pour avoir commenté l'Andros pendant de nombreuses années, qu'effectivement dans l'histoire de l'Andros, on se rend compte que il y a 3 monstres, 3 ogres quand même dans cette discipline. Et c'est vrai que l'hiver, ça occupe, mais c'est aussi pas donné à tout le monde de bien se débrouiller sur la neige ou la glace. Donc le roi, on va dire, à tout jamais de l'Andros, ça reste Yvan Muller. C'est 10 titres, et effectivement, même si à l'époque, tu avais des sacrés concurrents face à lui, comme Marcel Tarès, par exemple. Oui, avec la Xara, qui était exceptionnel. Mais bon, Yvan était d'évidence le meilleur pilote du monde dans cet exercice. Bon, ok. Après, pour lui succéder, écoute, non, c'est pas Alain Prost qui a tenté et qui a officiellement réussi l'Andros. C'est Jean-Philippe Dérault, qui est devenu Monsieur Andros, et qui a été assez vite considéré comme le successeur naturel d'Yvan Muller. À l'époque, tu m'aurais dit que Jean-Baptiste Dubourg, je l'aurais associé à cette liste. Je t'aurais peut-être pas cru. Parce que c'était à l'époque plus un privé qui essayait avec ses moyens, pas toujours illimités, de se frayer un chemin. Mais force est de constater que Jean-Baptiste Dubourg, là je le dis très spontanément, est le 3e homme d'importance dans l'histoire de l'Andros. 6 titres, c'est énorme. Et effectivement, quand bien même Yann Erlaché, qui est quand même plutôt novice, vient le menacer, la solidité au bout du compte de Jean-Baptiste Dubourg, son expérience, font que, effectivement, je le cite spontanément comme le 3e homme dans l'histoire de l'Andros. Donc bravo à lui, voilà, je voulais lui rendre cet hommage et à sa ténacité, à sa passion qui, chaque hiver, s'exprime à chaque fois, et bravo à lui. Donc. Et alors un petit mot aussi pour le community manager du e-trophée Andros qui ne manque pas de retweeter les épisodes de Green White Checkered quand on parle de la discipline sur Twitter. Donc salut à lui s'il passe par là. Et si vous nous entendez, s'il vous plaît, une finale au Stade de France l'année prochaine, s'il vous plaît, ça nous manque. C'est vrai que ça, c'était quand même le grand moment quand j'étais petit sur Eurosport. Il y avait les duels avec effectivement Marcel Tarès, Marc Duet, Yvan Muller et tous les autres. Et c'est vrai que c'était une bien belle époque. Il y en a eu quelques-uns ces dernières années, mais pas de manière régulière. Et on regrette peut-être une grande finale au Stade de France. Allez, peut-être pour 2022, 2023, qui sait. Alors, on va enchaîner avec le dernier gros morceau de cet épisode, avec la Formule I qui a eu droit à une 3e manche. Alors, je vais parler quand même. C'est toi qui vas parler, Maxime. Assez brièvement. Oui, désolé, je te prends un peu la parole sur cette fin de podcast. Vas-y. Mais alors, je n'étais pas au commentaire ce week-end. Quoi ? Non. C'est pas possible. J'ai été préféré par un autre Maxime qui a un palmarès nettement plus intéressant que le mien. Il s'agit de Maxime Martin, qui était venu porter conseil. Il est meilleur que toi. Il est meilleur que toi, c'est pour ça, évidemment. Ah oui, je vais être bouté du micro de la RTBF. Et donc on a eu droit à la fin, le signe indien a été vaincu par Porsche avec le doublé. Enfin une pole, ça c'était déjà acquis, mais une victoire de Pascal Wehrlein qui a finalement toujours eu une histoire un peu compliquée avec l'Amérique du Sud, puisque je sais pas si tu te rappelles, mais l'année dernière on n'était pas allé à Mexico mais bien à Puebla. Et Puebla avait, sur un circuit qui était catastrophique, il y avait des morceaux qui s'enlevaient, enfin c'est un très mauvais souvenir, c'était très dangereux. Il avait signé sa première victoire en Formule 2 et donc la première victoire de Porsche, Pascal Wehrlein, mais il avait été disqualifié pour un souci de réglementation de pneumatiques. Cette fois-ci, tout était en ordre, il a fait une course magnifique, il a géré d'une main de maître, une course qui n'était sans doute pas la plus excitante de l'histoire de la Formule 2, peu de changements de position quand même, pas de fait de course, quasiment pas de drapeau jaune, pas de safety car, mais surtout devant les Porsche qui ont été magistrales et une gestion parfaite de sa part et de celle d'André Lauterer, avec derrière tout de même, il faut le reconnaître, un Jean-Ric Verne qui était très présent avec la DS Techeetah qui a menacé pendant toute la course les deux Porsche qui ont fini à la fin par réussir à s'échapper et gérer l'une et l'autre l'avantage de leur énergie. Au pied du podium, on retrouve la deuxième DS Techeetah, donc très très bon coup au niveau du classement constructeur pour l'équipe chinoise, avec donc Dacosta 4e, Mortara 5e, c'est toujours le Suisse qui pour l'instant est en tête du championnat avec 43 points. Et derrière, un petit peu plus discrète les Mercedes, avec encore un Stoffel Van Dorn qui termine loin, top 10 raté, il est 11e derrière Jake Dennis. Et par contre, bonne performance pour les deux Nissan Idams avec Maximilian Günther, donc qui est nouveau, il remplace Oliver Roland cette année, et Sébastien Buemi qui sont donc 9 et
8e. Au classement général, donc Mortara est en tête pour l'instant. Derrière, égalité, donc De Vries 2e avec 38 points. Égalité entre Verlaine et Lauterer. Donc les deux pilotes Porsche ont 30 points tous les deux, donc plutôt pas mal à ce niveau-là. Et enfin, 5e, Stoffel Van Dorn. Pour l'instant, ça tient. Mais la suite du championnat s'annonce assez intéressante puisqu'on va retourner donc à Rome, en Italie. Il y aura 2 manches. Ce sera les 9 et 10 avril prochains. Et c'est là où Stoffel Van Dorn avait réussi à signer la pole et s'imposer l'an dernier. Donc peut-être une nouvelle victoire belge. En tout cas, c'est vrai que la Formule 1 continue à avoir son calendrier fixe. On n'a pas d'annulation, pas de changement pour l'instant. On devrait avoir 16 manches cette saison avec la finale qui aura lieu en Corée du Sud, à Séoul, et on a déjà l'annonce que pour l'année prochaine, on aura la présence officielle de McLaren qui arrivera, ça a été annoncé, donc on aura une Formule E officiellement présente pour McLaren. NIO s'est annoncé aussi, et Porsche qui va peut-être augmenter son implication, puisque désormais ce n'est plus BMW qui n'est plus là, qui gère les safety cars, etc. Et Porsche pourrait prendre une place un peu plus importante dans les parts, on va dire, de gestion de la Formule. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé à Mexico. Il n'y avait donc eu qu'une course, pole et victoire pour Pascal Verlaine, qui a été exceptionnelle. Et ça faisait du bien parce que donc Porsche n'avait jamais gagné en Formule 1. On attend maintenant la réponse de Mercedes, qui est pour l'instant l'équipe la plus en vue, on va dire, avec Nick De Vries, champion en titre, et Stoffel Van Dorn, qui devrait se réveiller. Mais pour l'instant, c'est encore compliqué pour Mercedes. On tape un petit peu à côté avec ce nouveau système de qualification. Il y a deux groupes de 12. Maintenant, après, on a des phases éliminatoires, un petit peu comme en rallycross, tu sais, du 2v2. C'est un peu particulier, pas forcément très excitant, je te l'avoue. Mais bon, c'est une chance, c'est pas deux. Donc voilà pour ce qu'il y avait à dire en Formule 1, mon cher LFB. Eh ben écoute, merci Maxime pour ces nouvelles. Et puis pour ceux qui nous suivent, là le Supercars, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Il y a des tests, pardon, au moment où je te parle, des tests d'avant-saison. Ah bah dis donc, zut, ça m'a ému cette histoire. Des tests d'avant. C'est la tristesse de ne pas avoir d'infos. Voilà, c'est ça, à Winton. Et puis on sait que la première manche, elle aura lieu début mars. Et tu sais que c'est donc plus à Newcastle et c'est à Sydney Motorsport Park. Donc là, c'est vraiment l'intersaison. J'ai vu un retour d'Adélaïde possible. Est-ce que ça tu as des infos là-dessus? Oui, pour 2023, ça a l'air d'être officiel. Maintenant. Oui, alors non, j'ai pas compris que c'était officiel, mais j'ai compris que l'État, puisque comme c'est une fédération, l'Australie, les États ont des pouvoirs, et souvent quand tu apprends que des courses sont au programme ou qu'il y a des candidatures, c'est bien parce que c'est un État. Le gouvernement de l'État qui se positionne et qui voilà. Et donc moi j'ai compris que l'État d'Australie méridionale, c'est le nom officiel de l'Australie du Sud, comme on dit, où fait partie Adélaïde, ça y est, aller se repositionner. Donc ça veut dire qu'il y a du financement qui a été trouvé par rapport au gouvernement, etc. Donc moi non, j'ai compris que c'était ça redevenait dans les tuyaux, mais bon, il y a une telle légitimité que le jour où effectivement ils arrivent à réunir un budget, etc., tout le monde signera tout de suite pour le retour d'Adélaïde. Oui, ça c'est certain, c'est sans doute une des courses les plus emblématiques pour moi avec Bathurst. Exactement. Eh bien écoute, je pense que c'est sur ce pêle-mêle d'informations qu'on va se laisser. On a essayé de vous faire un petit tour d'horizon de tout ce qui se passe. Il y a des news un petit peu en DTM aussi avec l'arrivée de certains pilotes, avec Esteban Mout, le pilote belge qui est promu chez BMW, le retour de Rové aussi en championnat du monde de GT3, une annonce aussi pour les 24 heures de Spa-Francorchamps où SRO, donc Stéphane Rattel, va faire une semaine spéciale où on va pouvoir revoir 30 ans de GT avec des courses où on annonce des voitures comme des McLaren F1 GTR, des Ferrari F40, des Venturi, enfin bref, des voitures absolument somptueuses. Allez voir sur le site d'SRO parce que ça c'est une news qui est tombée récemment pour nous en Belgique. Et voilà, c'était les petites news qui restaient. Allez. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup LFB pour ta pertinence, ton temps et ton expertise et tes petites anecdotes qui sont toujours très agréables. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce 9e épisode. On se donne rendez-vous dans à peu près un mois pour faire le point sur l'actualité. Il y aura reprise de l'IndyCar, il y aura du WRC, il y aura bien évidemment de la Formule 1. On se tient au courant bien évidemment sur les réseaux sociaux. Vous avez tous nos comptes qui sont mentionnés ici en dessous et également dans la description de cette vidéo. LFB, merci à toi. Je te souhaite déjà un bon mois de février et de mars et on se retrouve d'ici quelques semaines pour la suite de l'actu. On fait ça? Tout à fait Maxime, porte-toi bien. Merci à vous de votre fidélité et de votre accompagnement à notre égard. On prend toujours autant de plaisir à papoter ensemble et à faire le tour d'horizon des grandes disciplines internationales du sport auto. Salut les amis, à très bientôt. Salut à tous.